Voici donc la partie 2 de la chaîne d'énergie. Pour faire suite à la partie 1, nous avions abordé notamment des éléments électriques qui sécurisent passivement, c'est-à-dire sans pouvoir de coupure, comme les interrupteurs, les sectionneurs ou les fusibles. Maintenant, aborder des éléments électriques qui sécurisent activement, comme les disjoncteurs. Puis nous verrons quels appareils nous prémunissent contre un risque électrique suite à un choc indirect. Et enfin, nous parlerons des éléments pneumatiques qui jouent le même rôle de traitement, protection et sécurité. L'inconvénient majeur d'un fusible, c'est lorsqu'il a joué son rôle de protection, il est à changer. C'est pourquoi on utilise des éléments dits réarmables, puisqu'après qu'ils ont joué leur rôle, on pourra donc les renclencher. De façon manuelle ou automatique, il sert donc à protéger contre le court-circuit ou les surcharges. Ce sont les disjoncteurs, la grande famille des disjoncteurs. Comme son nom l'indique, cet appareil va couper le contact, c'est-à-dire disjoncter, soit rompre la jonction de contact électrique, empêchant ainsi la circulation d'électricité. Donc dans les grandes familles de disjoncteurs, on peut associer un disjoncteur avec un déclencheur magnétique qui aura pour rôle d'interrompre le passage du courant en cas d'un court-circuit. Alors, il joue un peu le même rôle pour ce coup que le sectionneur porte-fusible. Qu'est-ce qu'un court-circuit? En fait, lorsque deux fils, phase-phase ou phase neutre, sous tension sont mis en contact, on parle de court-circuit. Autre type de disjoncteur couplé avec un élément dont nous avons déjà parlé dans la première partie, le relais de protection thermique ou déclencheur thermique. Ici, on détecte une élévation de température. En cas de surchauffe, l'ensemble ouvrira le circuit, permettant ainsi de sécuriser l'installation d'une surchauffe ou carrément d'un incendie. On peut coupler deux éléments de détection précédents, magnétique et thermique, toujours associés avec un disjoncteur. On obtient ainsi donc un disjoncteur magnétothermique. On représente également à gauche un schématique plutôt industriel et le schéma de droite plutôt de l'industrie du bâtiment, mais qu'on retrouve couramment dans nos schémas techniques. Jusqu'à présent, on cherchait plutôt à protéger les machines. Or, le risque électrique étant particulièrement sournois, car l'électricité n'est pas ni visible, ni audible ou odorante, ainsi une fuite d'électricité peut se révéler dangereuse pour l'utilisateur. En effet, la carcasse métallique d'une machine à laver, par exemple, qui par accident serait mise au potentiel suite à un fil dénudé, ce serait l'utilisateur qui viendrait alors fermer le circuit électrique. Afin d'anticiper une éventuelle fuite de cette électricité au travers d'un fil dénudé, on reliera l'installation à la prise de terre. Sachant qu'à l'origine de la production d'énergie électrique, il y a aussi cette connexion avec la terre. Si je reprends l'exemple de la machine à laver et du fil dénudé, la fuite de courant ne passera plus par l'utilisateur, mais par ce qu'on appelle la protection équipotentielle, ou plus communément appelé le fil de terre, de couleur caractéristique vert et jaune. Autre type de disjoncteur, le disjoncteur différentiel. Nous avons vu précédemment que la prise de terre nous protégeait d'une fuite de courant, mais pour autant le passage du courant n'est pas interrompu. Couplé avec un système de détection, le disjoncteur permettra de couper en amont l'alimentation électrique, venant ainsi compléter le travail de la déviation effectuée par la prise de terre. Le principe de fonctionnement du disjoncteur différentiel est basé sur l'enroulement des pôles actifs, soit phase ou neutre, autour d'un tore magnétique. Le rôle de celui-ci sera de calculer la différence éventuelle d'intensité entrante comme sortante, et s'il y a une différence, cela signifiera qu'il y a une fuite et donc potentiellement un danger, permettant donc ainsi, grâce au disjoncteur, de couper cette alimentation électrique. Après avoir passé en revue les éléments électriques, nous allons passer en revue de façon plus succincte les éléments pneumatiques. Premier élément qui permet de traiter l'air comprimé, c'est ce qu'on appelle le bloc FRL. Donc tout air comprimé utilisé dans un système automatisé de production, après sa fabrication, au travers d'un compresseur, doit être traité avant son utilisation. Il s'agit de plusieurs éléments qui, associés ensemble, servent à filtrer, comme on peut le voir sur le schéma et sur la photo, donc au travers d'un filtre, puis réguler ce niveau d'air avec un régulateur. On peut d'ailleurs le visualiser au travers du manomètre, qui n'est pas entouré là sur les schémas.
Tout ça voilà, pour que cet air soit filtré et régulé avant l'utilisation. On notera que la partie lubrification là, qui apparaît en vert sur le schéma et la photo a peu et peu été abandonnée. Alors il existe encore des installations sur lesquelles il y a une lubrification, mais notamment les industries pharmaceutiques et agroalimentaires ont abandonné ce système pour ne pas contaminer leur production. Après le bloc FRL et avant la distribution pneumatique vers l'installation, on trouvera le distributeur général qui aura pour rôle d'autoriser le passage de l'air pneumatique vers son utilisation et lorsqu'il sera sollicité, empêchera justement le passage de l'air pour des raisons de sécurité et permettant également la purge de l'installation. Donc le système qui permet donc le passage de l'air est piloté par une commande électrique qui bien souvent est en lien avec le bouton poussoir accrochage, pour ne pas dire l'arrêt d'urgence, composé donc lui-même d'un bouton poussoir et d'un contact normalement fermé. Étudions ensemble le schéma pneumatique et électrique de l'électrovanne général, du distributeur général. Soit donc un distributeur 3-2 monostable à commande électrique qui permet la mise sous pression de l'ensemble de l'installation pneumatique. Sa commande est donc une bobine électrique en lien avec un bouton poussoir à accrochage, couramment appelé bouton d'arrêt d'urgence. Lorsqu'au repos il n'y a aucune action sur ce bouton, la bobine EVG est alimentée, laissant ainsi passer l'air comprimé depuis sa production vers son utilisation. Dès lors qu'une action sur l'arrêt d'urgence intervient, on rompt l'alimentation de la bobine. Le distributeur n'étant plus piloté, le ressort reprend sa place, empêchant ainsi la distribution de l'air vers l'installation. L'installation est donc d'une part plus alimentée, mais d'autre part, l'air résiduel va être purgé au travers du silencieux Z3. Afin d'assurer 2 des 3 fonctions déjà vues dans les éléments électriques, sur le sectionnement, l'interruption ou la détection, nous avons plusieurs éléments comme les robinets ou les distributeurs qui jouent ce rôle donc de sectionneur permettant la mise sous pression de l'installation. Ils peuvent être cadenassables comme on le voit sur le distributeur, comme pour les éléments d'origine électrique pour des raisons de sécurité. Enfin, dans ces 3 fonctions, on retrouve la partie de détection. Ça va être le rôle du pressostat. Le pressostat est à la pression ce que le thermostat est à la température. C'est-à-dire qu'en fonction d'un niveau de pression attendu, on va autoriser l'entrée d'air comprimé dans le système automatisé de production ou à contrario, on peut arrêter son alimentation.